OK, donc déjà bonjour à tous, surtout ceux que j'ai pas encore vus aujourd'hui. Merci d'être venus et on va tester une fonctionnalité déjà pour, les futurs lives. Donc normalement, au des diapos, vous voyez une URL pour poser des questions. Moi, normalement, j'ai les questions qui apparaissent au fur et à mesure. Vous pouvez voter pour les questions des autres, pour que, bah, si vous la jugez pertinente et cetera et donc moi, comme ça me permet, vous, de poser les questions au fur et à mesure, que vous les avez et moi d'y répondre à la toute fin, sans couper forcément la présentation. Donc voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'est GraphQL. GraphQL, c'est un sujet qui a été présenté à Codeur en scène, où j'ai pu assister grâce à Proxiane et donc du coup, bah, en retour, je souhaite partager un peu, ce que j'ai découvert là-bas, ce que moi j'ai testé aussi, ce que j'ai vu et donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc déjà, on va revenir un peu sur, comment ça marche actuellement aujourd'hui pour nous, pour, la consommation d'API. Actuellement, ce qu'on a, c'est le REST, ça marche très bien, c'est super. Sauf que, bah, on a une API qui est vraiment basée sur la ressource. Donc, moi, pour, la présentation aujourd'hui, je me suis basé sur un modèle, qui repose sur une série télé, un nombre de saisons et un nombre de genres rattachés à cette série. Donc typiquement, on va avoir, il y a un point d'entrée pour, nos saisons, on va avoir un point d'entrée pour, notre série, on va avoir un point d'entrée potentiellement pour les genres et du coup, ça va nous permettre de matcher ces données-là. Le problème, c'est que ces points d'entrée, en fait, ils sont définis, bien à l'avance, ils sont statiques et on se retrouve parfois avec des données incomplètes. On va vouloir, requêter une série avec, des informations sur ses saisons, donc on n'a pas forcément le point d'entrée qui existe. Donc on va recréer un point d'entrée, ou autre, ou alors on va se retrouver avec, des données trop complètes. On va vouloir une série, mais dans la série, ce qui va nous intéresser, ça va être, son titre, son synopsis et c'est tout, en fait et on va se retrouver avec un objet, avec, 1 000 000 de champs en plus. On va avoir une réponse à notre requête qui va être, extrêmement lourde pour, au final, 2 champs qui nous intéressaient qui, eux, ne pesaient quasiment rien. Donc pour illustrer, ceci, bah, voilà typiquement, une page qu'on pourrait vouloir créer dans une application qui se base sur une série. Donc on va avoir, la première source de données qu'on va vouloir avoir, ça va être les infos basiques de la série. Donc typiquement, ce qui va être vraiment, comme je disais, centré sur l'entité. Donc on va avoir, typiquement ici, le titre de la série. On va avoir son année de sortie. On va avoir, également, les conseils, de diffusion, donc interdit aux moins de 16 ans et cetera et on va avoir le fameux synopsis. Donc, 1re ressource, interrogée. 2e ressource, interrogée, ça va être la récupération des saisons. Donc la récupération des saisons, pourquoi? Là, on va avoir donc le nombre total de saisons à droite et la liste déroulante des saisons pour, justement choisir la saison qu'on veut regarder, ou sur laquelle on souhaite avoir des informations. Deuxième ressource potentielle, c'est les langues. Donc ici, on va avoir les sous-titres, on va avoir, les langues audio qui sont disponibles pour cette série. Ensuite, on continue. On a encore, une autre ressource, dans ce cas-là, qui est, les genres auxquels est rattachée cette série. Et enfin, on a la récupération des images, pour l'illustration là, à droite. Donc concrètement, les solutions, qui s'offrent à nous actuellement pour faire pour afficher cette page-là, globalement, c'est, bah, j'ai mon API REST qui expose mon entité et d'abord je récupère ma série. Ensuite, à partir de ma série, je vais récupérer ses saisons et ses langues et ses genres et ses images et là, du coup, on se retrouve avec 5 requêtes qui partent, 5 requêtes HTTP qui partent avec 5 réponses, chacune avec le payload complet, associé à cette entité et donc typiquement, des informations qu'on va pas forcément vouloir, ramener dans cet affichage, bah, oui, dans cet écran, pardon. Donc voilà, ça c'est la solution numéro 1. Ça coûte, ça fait beaucoup d'envois, ça fait beaucoup de données qui reviennent. On est sur mobile, on a une connexion pas terrible, ça plombe un peu le tout. Deuxième solution possible, c'est, bah, OK, là j'ai un besoin défini, j'ai, un affichage que je sais qui va être, récurrent et des appels successifs qui vont être récurrents. J'en fais un point d'entrée dans mon API REST et du coup, bah, je fais ma super méthode qui va être, get sur, une série, with, synopsis and, long and, kinds and seasons et du coup, là, on a un super beau point d'entrée qui retourne exactement ce qu'on veut. C'est propre, on a une seule requête, on a uniquement les données qui nous intéressent, on est content. Le problème maintenant, c'est que si on continue, bah, là, maintenant, j'ai un deuxième écran qui va également se baser sur des séries, sauf que c'est une liste de séries et que cette série, elle va avoir encore des champs qui lui sont propres et elle va pas encore englober tous ces champs à elle. Donc là, encore une fois, on a, les images, on a le titre, les saisons. Là, dans les saisons, on veut juste le numéro de la saison actuelle, mais on récupère tout. On a un synopsis, voilà. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, soit on avait opté pour la solution 1, donc on refait nos appels successifs, on récupère uniquement ce qui nous intéresse, on récupère de la donnée qui vient polluer notre flux, ou on recrée une deuxième méthode. OK, bah, je fais mon get pour la liste, qui va récupérer uniquement les informations, donc get title and synopsis and image et voilà et bah, là, on a un troisième affichage et donc rebelote, la question qu'on se pose, c'est:
OK, bah, maintenant on fait quoi? Bah, je recrée une troisième méthode, qui va aller chercher uniquement ce qui m'intéresse et voilà et donc du coup, on se retrouve à dupliquer des points d'entrée pour des ressources qui sont extrêmement similaires et du coup, bah, on pollue encore une fois soit notre API, soit les données qu'on va renvoyer et donc l'utilisateur qui va avoir des requêtes qui vont être spammées ou des données qui vont, arriver et dont il avait pas besoin, en fait. Donc du coup, bah, la question maintenant c'est: «Bah, c'est cool, j'ai énoncé des problèmes, il nous faut peut-être une solution, donc qu'est-ce qu'on fait?» Bah, c'est ce que je vais vous présenter suite à la conférence de Codeurs en Scène. La solution, c'est GraphQL, en fait. GraphQL, c'est, une solution qui a été apportée par, Facebook, qui a eu ces problématiques justement bah, on a plein de requêtes, on a plein de données, on a énormément d'informations, des fois on en veut plus, des fois on en veut moins et cetera et bah, on a une application mobile, on veut qu'elle soit performante, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc déjà, bah, pour vous présenter GraphQL, je vais vous présenter ce que c'est pas et donc GraphQL, c'est pas une base de données, en fait. Le QL dedans, il fait un peu défaut. On se pose la question, on se dit: «Ouais, c'est une base de données, en quoi ça peut résoudre notre solution?» Non, ce n'est pas une base de données. Ce n'est pas une librairie, c'est pas quelque chose qu'on va venir charger dans notre projet en disant: «Voilà, ça va être tout fait, ça va être superbe et je le charge et ça résout tous mes problèmes, c'est magique». Et c'est pas dépendant d'un langage, en fait. On peut l'implémenter actuellement, on peut implémenter du GraphQL, peu importe le langage. Parce que GraphQL, c'est donc un langage de requêtage. C'est un langage de requêtage qui a été mis au point, donc, comme je disais précédemment, par Facebook pour résoudre ces problèmes. Et c'est surtout une spécification avant tout. Donc, comme je vous disais, c'est pas une librairie, c'est pas dépendant d'un langage. Facebook, eux, ils l'ont implémenté derrière bah, pour les technos dont ils avaient besoin, mais ils ont surtout mis en place une spécification qui vient définir des bons principes et qui du coup vient s'affranchir de la couche du langage, de la couche du protocole. Actuellement, on interroge des API en HTTP. Ok, GraphQL permet de l'interroger autrement. On peut l'interroger en HTTP encore actuellement parce que bah, on a toujours cette habitude-là, mais s'il y a quelque chose d'autre dont on a besoin pour exposer une API, on peut l'utiliser. Donc là maintenant, je vais vous présenter un exemple de requête. Donc un exemple de requête, voilà, donc on a les accolades ouvrantes et fermantes ici. Heu, on peut mettre le mot-clé query pour, spécifier que c'est une requête. C'est facultatif pour le cas des requêtes. Donc là, voilà, je ne l'ai pas mis. Ensuite, on va aller, spécifier une entité à interroger. Donc ici, moi, j'ai mes choses, donc mes séries. Je vais vouloir récupérer donc toutes mes séries et dans mes séries, qu'est-ce qui va m'intéresser comme information là dans l'immédiat? Bah, ça va être le title et donc du coup, on va avoir une réponse qui va être formidable. Elle a exactement la même tronche, on sait exactement ce qu'on a en retour. On a donc notre collection de choses qui sont, nos séries avec, pour chacune de ces séries, le titre, qu'on a, le titre qu'on a affecté à cette série et voilà et là on a en une requête, on a récupéré exactement ce qui nous intéressait dans notre cas de besoin, dans l'immédiat. On n'est pas pollué par de la donnée superflue. Là actuellement avec une API REST, bah, j'aurais fait quoi? J'aurais fait, bah, mon point d'entrée qui s'appelle chose également. Puis après, bah, j'aurais eu, tout mon payload avec, la quantité infinie de JSON qui va avec et tout le synopsis et toutes les dépendances et cetera. On peut continuer avec une requête un peu plus costaud. Donc là, voilà, on a une requête qui va spécifier exactement, la série qui nous intéresse. Donc là, on va vouloir la série numéro 2. Et dans cette série numéro 2, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir récupérer le titre de cette série et après on va pouvoir récupérer les entités qui sont dépendantes de cette série. Donc là, voilà, bah, comment ça se présente? On va avoir donc le première entité dépendante, on a nos saisons, donc on a une liste de saisons et dans cette saison-là, ce qui va nous intéresser, ça va être juste le numéro de la saison et ensuite on va avoir les genres de cette série, pareil, c'est une collection et là, dans cette collection, ce qui va nous intéresser, ça va être uniquement le label. Et encore une fois, la requête, elle est un peu facile à enfin la réponse est un peu facile à deviner. C'est exactement la même chose, donc on récupère notre show, on récupère le titre, qu'on a demandé et là, on récupère nos saisons. Donc là, bah, c'est une série qui a une seule saison. OK. On récupère les genres qui lui affectés, elle a qu'un seul genre et son label, c'est comédie. Donc voilà pour vous présenter un peu comment fonctionnent les requêtes et derrière, du coup, ces requêtes, c'est bien, mais comment ça marche? Alors, donc GraphQL, comme je l'ai dit, c'est un langage de requêtage. Il expose des points d'entrée et c'est un graphe derrière qui est représenté et un graphe, on rentre pas comme ça n'importe où. Il nous faut exposer des points d'entrée. Donc là, typiquement, bah, j'ai le show que je vous ai montré comme, point d'entrée. Donc voilà, donc là, j'ai mes query routes. Donc ça, c'est, la définition de mon schéma. GraphQL, au final, ça marche. Alors, pour contredire un peu ce que je disais au début, c'est pas une base de données, mais au final, on retrouve un peu cette notion de schéma pour exposer exactement ce qu'on veut à l'utilisateur. Le but, c'est pas de dire j'expose toute ma base de données, j'expose toutes les données qui sont requêtables, je m'affranchis des points d'entrée avec mon API REST, et du coup, il n'y a aucune sécurité, il n'y a rien, c'est la fête du slip, on y va et on prend tout ce qu'on veut dedans. Non, c'est faux. Donc, comme je disais, c'est un graphe, et donc un graphe, il va définir des points d'entrée. Donc là, typiquement, je définis deux points d'entrée, donc ce sont mes query routes.
Et les query routes, bah, voilà, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que, il prend le show, le point d'entrée show et du coup le show il prend en paramètre un ID, qui est un int. C'est fortement typé. On verra, juste après pourquoi les types sont importants. Mais et du coup, ça prend un entier et ça va me retourner un show type. Donc déjà, j'ai mon premier type qui est, défini et mon deuxième point d'entrée actuellement, ce sont les shows et là, les shows, ils vont retourner une liste de show types. Donc voilà, donc là actuellement, tel que je vous l'expose, mon schéma propose 2 points d'entrée qui sont les show types, les shows et les shows. Ensuite, voilà, j'ai défini, mon show type, sauf que, ben, un show type, on ne sait pas ce que c'est. Un show type, du coup, maintenant je vous le définis dans mon graphe. Une fois qu'on a eu le point d'entrée, le show type, qu'est-ce qu'il va exposer? Le show type, il va exposer donc un title, qui est, une chaîne de caractères. Il va exposer, seasons, qui est qui est un type, enfin qui est une liste d'un autre type, donc un nœud suivant dans le graphe. Donc là, le season type et une liste de genres, kinds, avec un kind type qui est également un autre, type de nœud dans le graphe qui vont suivre. Donc après voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a les types complexes comme j'ai exposé, show type, season type, kind type. Donc ce sont ça des types que nous on peut définir, surcharger. Mais après GraphQL dépose lui ses types scalaires, ses types de base. Donc on retrouve, les strings, les int, les ID. Les ID pour lui c'est, juste un int mais qui va lui servir, enfin qui va être obligatoire. Il va vraiment le manipuler, comme des ID, derrière. Et donc du coup en fait ce qu'il faut voir c'est qu'on a nos query routes, c'est nos points d'entrée dans nos graphes. On a nos types complexes, ce sont nos nœuds dans notre graphe. Et ensuite on a nos types scalaires, les types donc exposés de base, qui eux sont nos feuilles dans nos graphes. Donc là pour qu'on termine complètement notre graphe, notre schéma, il faut qu'on arrive à avoir que des feuilles. Donc on continue, on définit notre season type, et notre season type, bah, j'ai exposé number, et number c'est un int, donc là on arrive bien à une feuille dans notre graphe. Et si on continue encore, on a le kind type, et le kind type, on continue, et là on arrive pareil, une chaîne qui est son label. Donc là on a un graphe, on a un début de graphe qui est complet, heu, et qui nous permet de pouvoir faire justement des requêtages avec un point d'entrée défini, les ressources définies qu'on veut exposer. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a une couche d'abstraction grâce à GraphQL, pardon. On n'expose pas toute notre base de données, on n'expose pas toute notre API, et cetera. On expose que ce dont on a besoin. Typiquement, moi, dans mon modèle derrière, bah, mon show, comme on peut le voir ici, il a un ID qui me sert à requêter dans la base de données, sauf que je l'expose pas. Là, dans le schéma que j'ai défini, je l'expose pas. Donc l'utilisateur n'a pas la possibilité de le récupérer lui directement. Et donc, seuls les champs qui m'intéressent, seules les entités qui m'intéressent, on peut imaginer que j'ai d'autres entités dans ma base de données que j'ai pas envie d'exposer, donc je définis pas de type dans mon graphe et donc il y a aucun moyen de les récupérer. Donc là, de ce côté-là, on a un schéma, c'est notre manière de définir notre API et uniquement les méthodes qui peuvent être exposées. Ensuite, voilà, donc qu'est-ce qui est très important aussi avec GraphQL, c'est l'introspection. Et ça, c'est très très fort, parce que ça nous permet justement ça nous permet de faire plein de choses. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des types qui sont fortement typés, et du coup, en fait, tout devient prédictible, en fait, avec tout ça, dans son utilisation. Et du coup, ça nous permet déjà d'avoir une validation statique de nos requêtes quand on va les construire. Parce que si on sait qu'est-ce qu'on attend comme demande de champ, typiquement si on reprend l'exemple précédent avec ma requête qui demandait un show et ensuite un title, bah, je sais déjà que, title, c'est un champ qui est exposé, donc si on m'expose autre chose que title, bah, je peux déjà, avant même que la requête soit partie, lui dire: «Non, ce n'est pas possible». Et donc ça, c'est faisable grâce à la méthode. Donc là, j'ai mis le petit mot-clé query, en premier pour vous montrer, la syntaxe à utiliser. Et donc là, ce qu'on fait, c'est on requête directement le schéma qui est exposé. Donc là, avec le schéma, dans les champs qui vont être proposés, ça va être, automatiquement les nœuds d'entrée qui sont disponibles, et pour ces nœuds, les nœuds vers lesquels ils redirigent, et ensuite enfin jusqu'aux feuilles, et les types scalaires du coup qu'on retrouve. Mais l'introspection, elle va également, nous permettre de pouvoir faire de la génération de code. On sait, qu'est-ce qui est exposé, on sait, qu'est-ce qu'on peut attendre, suite à, une recherche sur une entité, donc on est capable de générer des requêtes, GraphQL, et de proposer, derrière, des choses, et donc potentiellement de l'autocomplétion. Enfin, ça nous permet de facilement documenter notre API. Quand on définit un schéma, en fait, quand on définit notre schéma, nous, côté code, bah, quand on définit une entité et quand on définit un type, quand on définit un nœud et quand on définit des champs, on peut lui ajouter une description. Donc juste en décrivant ce champ-là, bah, derrière, quand nous, on va récupérer le schéma, on récupère donc le nœud, l'entité, et cetera, et la description qui va avec. Donc déjà, en fait, bah, là, juste en ayant défini notre schéma, ce qui est indispensable à faire pour exposer correctement notre API, on a déjà la documentation qui est générée. Et du coup, en fait, ce qui est encore plus fort, c'est que ça va nous permettre de générer des IDE de requêtes, en fait, extrêmement simplement, grâce à cette introspection. Et du coup, là, c'est ce que je vous propose de vous présenter tout de suite, c'est GraphQL, en fait, qui est un outil qui a été proposé par Facebook, eux, pour tester leurs applications et autres. Et c'est un petit composant React qu'on peut charger dans nos pages, et qui est extrêmement pratique. Donc là, hop.
Ici, donc voilà, en fait, ça se présente comme ça. Donc on a à gauche notre pour saisir nos requêtes. Et à droite, on aura le résultat qui arrivera en fait. Donc déjà, ce que je vous disais par rapport à la documentation, c'est que voilà, là, on a notre documentation qui a été autogénérée, derrière, il n'y a rien eu à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini mon schéma pour la présentation. J'ai défini mon schéma avec les entités que je voulais exposer. J'ai mes repositories derrière qui vont chercher mes entités en base. Et derrière, bah, en exposant mon schéma, j'ai défini mes points d'entrée. Donc comme je vous les ai montré tout à l'heure, il y a le show query. Donc là, c'est pour tout ce qui est requêtable. Et donc là, derrière, dans mes show query, donc j'ai trois points d'entrée qui sont les shows qui prend un ID, un int qui est indispensable, le point d'exclamation, voilà, il vient me dire que c'est indispensable. Donc là, voilà, on a une feuille, donc on a la description d'une feuille, et ensuite ici, hop, on continue de naviguer. Un TV show type, qu'est-ce qu'il expose? Bah, il expose un ID, il expose un title, il expose un synopsis, il expose une année, il expose une liste de seasons, il expose une liste de kind, et il expose une propriété qui compte le nombre de saisons. Et si on continue à naviguer dans notre documentation, on arrive à l'ID, on arrive pardon, donc la saison. Une saison, c'est un ID, c'est un nombre et un synopsis. Et un synopsis, voilà, là je suis arrivé à la fin, je suis arrivé à une feuille. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de caractères. Donc maintenant, comment on va faire une requête? Donc, hop, on ouvre les accolades, on va lister nos champs. Donc ici, on va lister toutes les séries. Et on continue. Et donc là, l'autocomplétion, pareil, donc c'est fourni, c'est grâce à l'introspection qu'on l'a. Et on continue. Donc dans notre série, on va vouloir son title. On va vouloir. Alors on va inventer ça un peu. Hop. On va vouloir son synopsis. Oups, on a enlevé le title. On continue. Title. On va vouloir son synopsis, on va vouloir ses saisons. Et dans ces seasons, on va vouloir le number et le synopsis aussi. Tac. Donc là, voilà, on a notre requête, on a la structure, et donc là, on envoie, et donc là, voilà, on récupère notre JSON qui a exactement les données qu'on voulait, exactement la trouche qu'on voulait. On l'a généré à la volée, là, notre requête. Et du coup, bah, c'est extrêmement simple. On a uniquement les données qui nous intéressent. Si là, je veux plus le synopsis, hop, on l'a. Et donc là, on pollue plus en fait on pollue plus notre requêtage avec toutes les données superflues qui nous intéressaient pas. On se retrouve plus à devoir se tordre la tête pour savoir qu'est-ce qu'on doit appeler, attendre la réponse, appeler la suivante, etc. On a directement notre requête avec uniquement les informations qui nous intéressent. Donc voilà, là c'était pour la présentation rapide de GraphQL. Donc on va continuer un petit peu hop, là. Et donc maintenant, voilà, donc c'est super, là je vous ai montré un peu comment ça marchait avec un schéma, je vous ai montré un peu comment ça marchait pour faire des requêtages. La question c'est comment ça vient s'intégrer dans mon code maintenant et bah, qu'est-ce que je dois faire parce que c'est bien beau de dire je peux envoyer des requêtes, ça me répond, ça me renvoie ce que je veux, mais il y a quand même, il y a pas de la magie derrière, il y a quand même quelque chose à faire. Donc pour ça il y a les resolvers en fait dans GraphQL. Donc là la syntaxe que vous voyez ici en fait, de description du schéma, c'est la syntaxe définie par GraphQL. GraphQL c'est une spécification, c'est indépendant d'un langage, donc ils n'ont pas exposé leur documentation sur le langage de schéma en se basant sur un langage de programmation déjà existant. Donc ils ont défini leur langage, qui est celui-ci, sauf que bah, derrière, nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour le définir? Bah, voilà, on définit des classes. Donc moi là c'est du C#, puisque bah, je suis avant tout développeur .NET. Mais donc il y a des librairies, il y a des implémentations de librairies qui permettent très facilement de créer nos schémas en .NET, enfin en .NET, PHP, Java, enfin vous à mon avis, peu importe le langage dans lequel vous allez pouvoir tester, vous n'allez pas avoir de difficulté à trouver ce que vous voulez. Donc voilà, donc là qu'est-ce que je fais? Je définis mon petit show type ici, et je dis que c'est un objet graph type, pardon, qui repose sur un TV show. TV show c'est mon entité, c'est ma classe métier dans mon application. Donc voilà, donc ici je lui dis bah ça va me retourner un TV show, ça va le calquer. Et ensuite, qu'est-ce que je définis? Bah, je définis les champs qui sont exposés ici. Donc, bah, mon premier champ, c'est une feuille. Comme je disais, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est assez facile. On le map directement là avec notre lambda. Oups, pardon. On le map directement là avec une lambda. On lui dit, bah, là, quand on va te demander un show type avec le title, bah, le title, c'est tu renvoies la propriété title de ton objet, TV show. Puis après, j'ai des objets un peu plus complexes. J'ai des objets un peu plus complexes qui vont se baser sur les seasons. Donc les seasons, c'est quoi? C'est bah, je crée un season type.
Alors, je vous ai épargné tout le code, mais un season type, du coup, ça implique de recréer un objet season type, qui est un objet graph type de type season, qui est une entité de mon métier, mais voilà. Et donc, du coup, là, qu'est-ce que je vais dire? Bah, je vais dire que quand tu trouves season type, tu vas l'exposer déjà sous mon seasons. Donc, la propriété qui sera accessible dans mon graphe, ce sera seasons. Et ici, je vais dire, bah, quand tu le trouves, tu le résous de la manière suivante. Donc, là, ton contexte. Donc, là, notre contexte, c'est notre entité TV show. Donc pardon, notre contexte.source, c'est notre TV show. Et là, tu vas dire, bah, tu me retournes la liste des seasons. Donc derrière, on a notre résolveur des seasons qui est capable de nous retourner sans problème une liste de season type. Et donc lui, derrière, il va refaire son mapping et on continue. Et donc la même chose pour le kind type, où à nouveau, on l'expose la propriété sous le nom kinds. On le résout de la même manière, on va chercher dans la collection de notre entité, mais typiquement, si c'est une entité qu'on doit aller chercher ailleurs parce qu'elle n'est pas directement embarquée, bah ici on appelle nos repositories, on interroge notre base de données, on récupère les informations, on les charge ici, on lui dit voilà, quand tu dois résoudre cette information-là, tu te bases sur ton entité, tu vas récupérer les informations que tu veux, tu les encapsules, ça doit retourner un objet de type de notre schéma, vu qu'on le définit, on n'est pas capable de retourner autre chose que des nœuds dans notre graphe, et tu le retournes. Et donc voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça s'organise dans le code. On fera une petite passe un peu sur le code un peu plus en détail que j'ai pu mettre en place justement pour les tests, pour exposer l'API. Et pareil, je vous mettrai le code à disposition si vous voulez regarder vous aussi, jeter un coup d'œil et puis tester. Mais donc voilà, donc là, on a ça. Et donc là, c'est cool. Maintenant, on a réussi à faire un schéma, on a réussi à définir comment requêter les choses. Maintenant, c'est cool. Le problème, c'est qu'une API REST, bah, c'est pas que des requêtes. Une API REST aussi, bah, c'est modifier des entités. Enfin, c'est modifier des entités et interagir aussi avec nos données. Et donc pour ça, en fait, bah, GraphQL, ils exposent un deuxième point d'entrée, qui sont les mutations. Les mutations, ça va nous dire, en fait, ça va être nos points d'entrée de modification d'entités. Donc ça marche exactement comme une query, sauf que derrière, bah, il va y avoir un traitement de modification. On va attendre des entités potentiellement en paramètres pour nous les charger derrière. Et donc typiquement, là, je vous ai créé un exemple de mutation. Donc tout à l'heure, je vous disais, le mot-clé query n'est pas indispensable. Le mot-clé mutation, lui, il l'est, justement pour distinguer des queries. Et c'est pour ça que le mot-clé query, lui, existe. Mais voilà, donc du coup, une mutation. Ici, on va avoir une mutation qui va nous ajouter une série à nos favoris. Donc ici, le add favorite. Le add favorite, il prend un ID, la série 1, et là il y a un title ici, bah, en fait, notre mutation, elle va nous retourner quelque chose, elle peut potentiellement nous retourner quelque chose, et ici, cette mutation-là va nous retourner la liste des favoris de l'utilisateur après avoir ajouté le nouveau favori. Donc typiquement, là, qu'est-ce qu'on va vouloir dire? On va vouloir dire, bah, dans les séries ajoutées aux favoris de l'utilisateur, moi ce qui m'intéresse, c'est uniquement les titles, et donc là, voilà, là, bah, on imagine que l'utilisateur avait déjà la série Jean-Claude Van Johnson dans ses favoris, il a ajouté Hawaii 50 dans ses favoris. Là, il se retrouve avec une collection de add favorites. Donc, ça reprend exactement la même typologie en fait ici de ce qu'on demande ici et ce qu'on reçoit. On peut créer des alias, ça, il n'y a pas de problème. Pour, pareil, faciliter la lecture du code, faciliter la compréhension, etc. Et donc voilà, là, on a exactement les informations qui nous intéressent. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer sur GraphQL rapidement l'utilisation d'une mutation. Donc, ici, hop, on efface notre query. On efface notre query. Et donc là, du coup, on va faire une première mutation. Alors, hop, on fait une mutation. On a notre première mutation et on lui dit, on fait un add favori. Non, on va faire une query d'abord. On va regarder l'état des favoris avant de le faire. Donc, une query, on veut nos favorites, on va récupérer que les titles. Hop. Ah, donc là, on a la liste des favoris qui est vide. Donc maintenant, on va ajouter. Oups. On va ajouter une série dans ses favoris. Donc on a la add favorite qui prend un ID. Oups. Donc on va ajouter la première. Ici, on va lui dire, on va récupérer le title de la série. Puis on va même rajouter le synopsis. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, je récupère bien mes favoris avec la nouvelle série ajoutée. Donc si on refait la requête précédente, favorites. Voilà, donc là, on récupère bien les mêmes favoris que ce qu'on a exposé d'avant. Et on peut totalement rajouter la deuxième. Ou même supprimer celle-là. J'ai un deuxième point d'entrée, donc là, vous l'avez vu avec l'autocomplétion. Si je remets mutation, on va y arriver. Mutation, non, on ne veut pas la add favorite.
Voilà, remove favorite, donc c'était la une, int, pardon, id, .1. Et donc là, derrière, nous, ce qu'on va vouloir retourner, peu importe, de toute façon, on n'aura rien dedans, on va retourner que le title. Hop, on exécute A. Alors, voilà, il y a une validation, donc moi, de côté applicatif, ça tombe bien que je me sois planté, c'était pas du tout voulu, mais c'est pas grave. Côté applicatif, il y a une validation. De base, on n'expose rien à l'utilisateur dans les erreurs, mais rien ne nous empêche de nous dire, moi là, si je vous montrerai le code tout à l'heure, mais de base, si je reçois une erreur de mon moteur GraphQL, je retourne un bad request pour rien exposer à l'utilisateur. Rien ne nous empêche d'avoir une validation des erreurs qui vient derrière, et du coup, dans le JSON, on a récupéré l'erreur propre. Donc là, il nous manque juste une accolade, on y va. Hop. Voilà, et donc là, on a nos favoris qui sont totalement vidés. Donc si on retourne sur la présentation maintenant, hop. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter les mutations, et donc maintenant, bah, parfait, c'est maintenant. Je peux vous montrer un peu le code, comment c'est organisé. Donc, comment c'est organisé? On a, tac tac tac, le contrôleur. Hop, donc ici là j'ai mon contrôleur GraphQL qui expose mon point d'entrée. Donc là, c'est sur le slash GraphQL normalement. Voilà, j'ai ma route qui a GraphQL, et donc la méthode index, elle va m'exposer mon schéma, et mon schéma dedans, du coup, je vais définir des queries, donc mes show queries, et des mutations, mes mutations. Donc ça se traduit tout ça, hop, ici. Donc si on reprend la documentation, voilà, hop, on récupère le schéma, on a nos queries qui sont des show queries, on a nos mutations qui sont des show mutations. Pour l'instant, je vous ai pas menti. Donc si on continue ici avec les show queries, show query, ici, tac. Voilà, donc là ici, c'est ici que donc, je définis tous mes points d'entrée à mon API. Donc un point d'entrée, donc j'ai dit, on définit un field show type ici, où j'expose le show. Donc ça c'est le nom qui est l'entité aura. Ici je lui définis des arguments. Dans mes arguments, donc je crée mon argument, je lui dis que il est de type int, qu'il est non nullable, et qu'il a un nom qui est id. Et du coup derrière, bah, quand on va interroger le show type, qu'est-ce que je dis que je fais? Je dis que je récupère l'id de ma requête. Je récupère l'id de ma requête, et ensuite j'interroge mon repository. Donc là derrière, bah, c'est le code métier comme vous pouviez l'avoir auparavant avec une API REST ou quoi que ce soit. Donc là c'est vraiment le code métier pur et dur. Et donc qu'est-ce que je fais de mon repository? Bah, je récupère l'entité qui map avec cette ID. Et du coup là j'ai mon premier resolver, et ici je lui dis je retourne un TV show type. Donc on va aller voir la définition du TV show type, on continue la navigation. Et donc là voilà, là on a vraiment tout ce que j'expose de mon show type. Donc on a tous les types simples comme je vous disais, donc c'est vraiment du mapping pur et dur. Avec la description, donc comme je vous expliquais pour la génération de la documentation à la volée. Donc c'est important, ça permet d'avoir une API propre sans trop non plus avoir à faire grand chose, donc ce serait dommage de passer à côté. Et ici je continue avec mes types complexes, donc ici je lui dis que je vais avoir une liste de graph types, de type saison. Donc si on va voir un peu la saison, vu que tout à l'heure je voulais un peu teaser mais je vous ai rien dit, je vous ai rien montré. Donc voilà, là on a que des feuilles, donc du coup on accepte ce champ-là comme un champ final de notre, enfin comme un type final de notre graphe. Et voilà, donc là on reprend exactement la même mécanique que ce qu'on a vu, et c'est voilà, et ainsi de suite jusqu'à définir notre graphe complet. Donc là, si on repart sur le show query, on récupère bien donc tous les points d'entrée définis, donc qui sont show, shows, favorites. Donc vous remarquez qu'à chaque fois ça retourne des TV show types, ça veut dire que là actuellement dans mon API, on a impossibilité de récupérer des saisons ou des genres indépendamment d'une série. En fait, le seul moyen qu'on a, c'est de d'abord cibler une série ou cibler une liste de séries, de récupérer des informations. Donc voilà, c'est un comportement qu'on souhaitait avoir. Et comme je vous disais au tout début, c'est pas quelque chose qui va venir exposer totalement votre base de données en fait GraphQL. C'est vraiment une couche à part qui vient exposer uniquement ce que vous souhaitez exposer. Et donc du coup là pour conclure rapidement par-dessus, en fait je suis allé assez vite parce que je voulais faire une présentation relativement courte, parce que c'est un sujet qui est malgré tout dense, qui est très intéressant, mais je pense que cette introduction c'est mieux que ce soit un sujet court dans le sens où après vous pouvez creuser vous de votre côté, on peut échanger ensemble, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mais par contre, il y a plein d'autres trucs cool à savoir, notamment les fragments. Alors les fragments en GraphQL, c'est des sous-queries en fait, typiquement on peut découper nos queries. Donc là, on a vu, ça peut être malgré tout un peu verbeux, même si au final, la syntaxe, elle est relativement sympa. En GraphQL, ça peut être assez verbeux, on va avoir des traitements, typiquement, comme je le disais au tout début, quand on va récupérer une série, on va avoir des morceaux qu'on va récupérer en permanence. Une série, on sait qu'on va récupérer forcément son titre, son synopsis, etc. Donc ça, on peut le recouper dans des fragments. On va dire que là, j'ai mon fragment base show,
qui va être ma série, enfin ma requête de base. Et partout où je voudrais requêter, bah, je dirais, bah, je prends un base show et puis je vais enrichir dedans avec les champs qu'il me faut. Je vais enrichir avec d'autres entités à côté qu'il me faut. Et voilà. Mais derrière, bah, voilà, les fragments, c'est pratique justement pour factoriser ces requêtes, des requêtes qu'on va avoir à écrire en permanence. Ça peut être sympa pour la maintenabilité derrière et autres. Les union types, alors ça peut être utile, pardon. Par exemple, typiquement, on a une API de recherche. Donc on va rechercher, on a des séries, puis on peut dire qu'on a des acteurs aussi avec, et on expose un champ de recherche. Et dans notre champ de recherche, il peut potentiellement nous retrouver et des séries et des acteurs. Bah, en fait, avec les union types, on va pouvoir dire, bah ok, ma requête, elle va retourner un union type de série et d'acteurs. Et dans le cas d'une série, je vais vouloir récupérer le titre et le synopsis, et dans le cas d'un acteur, je vais vouloir récupérer son nom, son prénom, et peut-être les 5 dernières séries, les 5 derniers films dans lesquels il a joué. Donc voilà, les GN type, ça va être comme ça, c'est vraiment pour bah, pareil, factoriser, dynamiser les requêtes. Les directives, alors les directives, ça va être, dans notre requête, on va pouvoir vouloir faire certains traitements, uniquement dans certains cas. Donc on va dire, bah, dans ma query, je veux ça. Typiquement, si on reprend une API comme celle de Facebook, par exemple, eux, ils peuvent avoir, je veux récupérer l'utilisateur, et s'il a des amis, donc on va avoir une directive de conditions, et on peut peut-être potentiellement dire s'il en a moins de 3, je veux faire ça, s'il en a plus de 3, je veux faire ceci. Donc voilà, les directives nous le permettent derrière pour ajouter un peu de dynamisme dans dans nos requêtes. Le point suivant, c'est la sécurisation. Donc là, bah, après, effectivement, donc ça peut faire un peu peur de se dire, ouais, mais là, n'importe qui peut rentrer dans mon schéma. Donc oui, j'expose ce que je veux. Tu me l'as répété 5 fois, on a compris. Mais voilà, mais derrière, bah, il n'empêche que sur tout ce qui est exposé, il peut faire ce qu'il veut. Alors oui et non, il y a des solutions qui peuvent exister. Donc déjà, on peut la sécuriser comme n'importe quelle API REST, dans le sens où avec un jeton d'authentification, etc. Voilà, pour les premières étapes de sécurisation. Après, on peut imaginer aussi des implémentations avec des coûts de requête. On peut dire que requêter telle entité, requêter tel nœud, ça va me coûter tant, tant de points, et requêter tel nœud, par contre, ça me requêter tant. Et dire, par contre, moi, quand on m'envoie une requête dans mon moteur, je veux pas une requête qui coûte plus de 200 points, par exemple. Et donc, du coup, bah, ça permet d'éviter déjà que le mec il vienne aspirer toute la base, enfin tout le schéma exposé, parce que forcément, plus il va naviguer, plus ça va lui coûter des points. Ça permet de faire enfin, de forcer des requêtes plus simples et de dire, bah voilà, la personne, comment? Je m'en mêle. Ça permet en fait de limiter un peu, à combien d'informations l'utilisateur va ramener, parce que, bah, effectivement, une série qui a énormément de saisons, avec, énormément d'informations sur une saison, potentiellement, on peut se dire, bah, ça peut être très coûteux, et c'est dommage de se dire ça, alors que peut-être que potentiellement il n'a pas forcément besoin. Et l'autre solution, enfin d'autres solutions de sécurisation aussi, on peut dire on accepte qu'un certain nombre de profondeurs dans le graphe. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, on expose plusieurs points d'entrée, OK, mais on va dire, bah, on n'accepte pas d'aller, jusqu'à, 4 nœuds de profondeur ou 20 nœuds ou 200 nœuds en fonction après de nos besoins et autres. Dire, bah, voilà, là on peut descendre jusqu'à un certain nombre d'entités, et au bout d'un moment, bah, on arrête quoi. Là, il ramène que des feuilles et c'est tout, et sinon la requête, bah, on l'accepte pas. Et enfin, c'est les souscriptions. Les souscriptions, pareil, c'est très intéressant. Ça permet en fait, du streaming d'API tout simplement. Au lieu de faire du pooling, comme on peut le faire actuellement, sur du REST ou autre, pour dire: «Bah, voilà, là j'attends qu'il y ait une information qui soit y arrivée, dans ma base», voilà, donc j'interroge, toutes les 2 secondes j'interroge: «Et là, est-ce que c'est prêt? Et là, est-ce que c'est prêt?» Voilà, une souscription, bah, ça permet de dire, «Là, dès que cette information-là est prête, tu me notifies et moi je ferai mon traitement, derrière». Et oui, non, il y avait encore un point derrière, c'est les requêtes différées, et ça c'est super bien parce que quand on a une API, quand on a une application, on veut qu'elle soit réactive, on veut qu'elle aille vite, on veut que ça charge vite, et potentiellement, on peut avoir des cas où on va avoir envie d'afficher plusieurs choses à l'utilisateur, on va vouloir envoyer qu'une seule requête, mais des informations ne vont pas être affichées de base. Typiquement, si on reprend le cas de la série, on va avoir potentiellement une liste avec toutes les miniatures des séries, toutes les affiches miniatures, puis au survol seulement, on va avoir derrière le synopsis, les acteurs, etc. Parce qu'on peut dire, c'est que là, quand je charge mon information, je vais récupérer toutes les images très vite, et en différé, par contre, toutes les informations de la série. Et du coup, là, on envoie une seule requête, et le serveur lui va nous répondre une première fois direct, tiens, prends toutes tes images. On est capable de faire l'affichage dans un premier temps, et dès que le reste de la requête est prêt, avec les informations, les descriptions, toutes les informations que nous voulez, il est capable de nous les renvoyer ensuite derrière et de dire, bah voilà, maintenant ton objet il est complet, et voilà, et nous en attendant on peut mettre un petit loader en cas de survol en attendant, mais voilà, ça me permet d'avoir un écran qui s'affiche et pas un affichage smooth. En plus, la personne elle aurait peut-être choisi la série qui était à la toute fin, donc le temps qu'elle y arrive, tout aurait été chargé. Donc elle, en temps d'attente, c'est transparent, et nous, ça nous permet justement de différer un peu ces traitements. Donc voilà, donc après moi pour avoir préparé tout ça, j'ai utilisé plusieurs sources. Alors la conférence de Codeur en scène qui est disponible sur YouTube, je vous invite à aller la voir, elle est super intéressante. La vidéo From REST to GraphQL, elle est en anglais, celle-là, mais pareil, elle est extrêmement intéressante.
Il y a beaucoup de points que j'ai repris de cette conférence pour vous préparer celle-là. Il y a des points que j'ai juste survolés justement dans les trucs cool, qui sont un peu plus creusés dans l'autre conférence. Donc si vraiment ça vous intéresse et que l'anglais vous fait pas trop peur, allez-y, c'est vraiment top. Et enfin, bah, la documentation officielle de GraphQL qui est extrêmement claire. Quand vous allez aller dessus, vous allez avoir des exemples d'implémentation dans énormément de langages. Si vous voulez, on peut peut-être aller voir vite fait la page en question. Hop. Donc voilà, là, on a un peu. Donc pour tous ces langages-là, c'est des implémentations qui sont suffisamment stables pour apparaître sur le site officiel de GraphQL. Donc pour ces langages-là, donc si on regarde le .NET, donc là on a deux implémentations possibles. PHP par exemple là que j'ai sous les yeux. Hop, voilà, donc pareil, deux implémentations. Enfin voilà, bref, dessus normalement vous devrez trouver votre bonheur. Elle est extrêmement bien faite, elle est très claire. Donc n'hésitez pas si le sujet vous intéresse à aller jeter un petit coup d'œil dessus. Et donc voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder déjà celle qu'on a eue pour l'instant. Tac, tac, tac. Alors, existe-t-il des outils de test associés à GraphQL? Alors, c'est-à-dire pour du test unitaire, des choses comme ça? Ah ouais. Donc, existe-t-il des outils de test associés à GraphQL? Alors, bah, il y a l'outil déjà graphique que j'ai présenté tout à l'heure avec, avec GraphQL. Donc ça, c'est vraiment pour tester à la dure pendant les devs, etc. Après, pour du test unitaire, bah, comme derrière on écrit notre schéma, nous, comme on écrit notre schéma vraiment en code métier pur, donc moi c'était en C# ou autre, bah, tous les tests unitaires qui peuvent être liés derrière, on peut les faire. On peut dire, bah voilà, quand je reçois telle requête, j'attends ceci, j'attends cela, et on envoie une requête de base. Donc de ce côté-là, après, voilà. Après, est-ce que tu peux approfondir un peu la question si j'y réponds pas ou... Non, c'est bon? Ok, très bien. Tac. Alors. Comme les failles de sécurité SQL, est-il possible de réaliser des injections de GraphQL? Euh, Alors, tac, tac, tac. Comment attaquer ça? Bah alors potentiellement oui, en fait, comme j'ai expliqué, c'est un point d'entrée qui est exposé. Mais après, il faut plus le voir comme une injection d'API REST. Enfin, là pour le coup, ça marche vraiment plus comme les API REST, dans le sens où, bah, effectivement, si mon API elle est pas sécurisée avec jeton d'authentification, etc. On peut accéder à toutes les données. On peut accéder à toutes les données. Après, si toi tu parles de moments où on peut potentiellement saisir des requêtes GraphQL, bah, j'ai envie de dire si on a autorisé l'utilisateur, si on a utilisé l'utilisateur à saisir de la requête, c'est-à-dire qu'il a accès à tout le graphe. Ou alors potentiellement, sinon ce qu'on peut faire, c'est aussi plusieurs schémas. Donc moi là, ce que je vous ai montré dans mon contrôleur, je vous ai montré un point d'entrée. Si on reprend le contrôleur, donc là j'ai un point d'entrée qui est qui est en poste. euh, donc qui prend une GraphQL query. Donc voilà, là typiquement on peut dire, bah, rien et je définis dedans un schéma qui englobe mon show query de base et mon mutation query de base. Bah, derrière, si on veut dire, on veut limiter ce que l'utilisateur peut faire, on peut aussi dire, bah, j'utilise un autre point d'entrée qui lui est libre, sans authentification, et qui expose un autre graphe. Et du coup, bah, là après, derrière, bah, on peut pas forcément parler d'injection à partir du moment où le graphe qu'on expose est public en fait. À partir du moment où on expose une partie du graphe, on expose tout le graphe. Et donc du coup, bah, c'est pas vraiment une faille de sécurité, c'est pas forcément d'injection, puisque bah, on lui a dit bah oui, t'as le droit de te servir là-dedans, donc on va pas lui dire bah il a eu le droit de se servir et il s'est servi, c'est pas bien. Donc voilà. Ah oui, en fait, il me les trie pas par upvote. Ok, ok, ok. Alors, on parle de GraphQL et de graphes, mais existe-t-il une représentation graphique des nœuds? Euh, Non, et oui. En fait, du coup, comme j'expliquais, il y a l'introspection. On a le schéma, il est prédictif. On sait exactement où sont nos points d'entrée, où sont nos feuilles et tout ce qui est au milieu. Donc derrière, bah, on peut totalement imaginer qu'on dev un outil qui va dire, bah voilà, là je lui file un schéma en entrée, enfin je lui file un point d'entrée GraphQL en entrée. Et derrière, bah, mon outil va récupérer tout ça, il va naviguer dans tout le graphe. Donc c'est du parcours d'app classique, on sait faire. Et il va dire, bah, pour ce truc-là, bah, je crée mes nœuds avec ma documentation qui va bien, et j'ai une représentation graphique de mon modèle, en fait. Donc c'est totalement faisable. Après, des outils en tête là qui le font, bah, j'en ai pas vu dans l'immédiat, mais ça me surprendrait pas que ça existe et que ce soit déjà fait. Mais voilà. Tac, tac, tac. Alors.
GraphQL simplifie les API, mais ne déporte-t-on pas une partie de la complexité de requêtage côté client? Heu, non, pour moi non, parce qu'au final, les requêtes qu'on émet côté client, avant oui, effectivement, on envoyait juste un point d'API et par contre derrière, bah, on devait épurer notre JSON pour récupérer uniquement ce qui nous intéressait ou autre. Là, on peut se dire directement: «Bah, c'est cool, mais je sais quel objet je vais recevoir, exactement, vu que je connais ma requête. Elle a exactement le même schéma». Donc je dis: «Bah, je demande ce que je veux recevoir, je reçois exactement ça, je peux directement l'injecter dans mon composant derrière, en fait». Donc en fait, le traitement, oui, effectivement, la construction de la requête va être un peu plus complexe. On va devoir exactement réfléchir à ce dont on a besoin, mais bah, c'est un peu notre métier de toute façon de réfléchir quand on fait quelque chose. Mais mais donc du coup, ouais, on va devoir réfléchir en avance à ce qu'on va vouloir obtenir. On va obtenir exactement, ce qui nous intéresse et derrière on peut directement l'injecter sans avoir de traitement particulier de cette donnée à faire, sans se dire: «Ah ouais, mais là j'ai ça, alors je dois checker que l'ID qui m'a envoyé, je le connais bien pour interroger tel truc et puis si c'est tel machin, je dois interroger cette API ou autre». Donc au final, je pense que le traitement, il est différent mais pas plus complexe pour autant. Alors, est-ce viable sur des projets importants avec des ressources, ne connaissant pas la techno, adaptabilité, montée en compétences? Bah, l'adaptabilité, s'il est dur ce mot, c'est traître. L'adaptabilité et la montée en compétences, bah, de toute façon, à partir du moment où il y a une nouvelle techno qui arrive, on passe par cette phase-là, donc de toute façon, après, c'est un temps de travail à prendre en compte quand on se lance dans un nouveau projet, enfin dans une nouvelle techno. Après, pour des projets importants, alors nouveaux projets importants, c'est totalement envisageable. Au final, quand tu écris ton API, au lieu d'écrire tous tes points d'entrée et où avant pour une seule même entité, tu définissais 16 points d'entrée parce que tu voulais, comme j'ai dit, ta série avec, ta description, ta série avec ta description raccourcie, ta série avec tes acteurs et cetera. Là, maintenant, tu vas juste définir tes types. Donc l'écriture d'un schéma par rapport à une API, ça peut être enfin la différence de longueur de mise en place, ça va dépendre en fait de la complexité de ton schéma, ça va dépendre de tout ça. Après, c'est pareil, faut pas se dire GraphQL, c'est super cool, ça a été super bien vendu, faut le faire dans tous les cas. Quand on a besoin d'une API qui repose encore entièrement uniquement sur la ressource, sans forcément avoir des entités nestées dedans ou autre, ça sert à rien de partir sur un graphe quand on n'a pas de nœud. Donc voilà, après, faut faire, enfin, il y a la question du est-ce que c'est pertinent? Et enfin après, donc pour les projets, donc ça c'était pour les nouveaux projets. Pour les projets déjà existants, bah, mettre en place GraphQL, ça peut déjà passer par je mets une couche d'abstraction, je mets mon GraphQL et dessus je viens brancher mon API qui existait déjà, mon API REST. Et du coup, bah, mon GraphQL, il va actuellement interroger que mon API. Et si demain je dois rajouter une méthode d'API, bah, j'ajoute pas une méthode d'API, je rajoute un morceau dans mon schéma qui comblera les lacunes de mon API. Et petit à petit, mon API, comme ça, je vais la maintenir, je vais migrer tranquillement et je peux la migrer morceau par morceau. Et voilà, donc là, c'était pour ça. Alors, je sais pas si j'ai répondu entièrement à la question. Tu veux l'approfondir? Tu toutes tes réponses? C'est bon? OK, c'est parfait. Alors, les implémentations de GraphQL sont-elles open source? Alors, GraphQL, donc comme je disais au tout début, donc GraphQL, c'est une spécification. Donc derrière, il y a aucune règle de mémoire. Après, donc toutes celles qui sont citées par GraphQL, normalement, sont open source. Donc toutes celles que je vous ai montrées sur la page, sont open source. Maintenant, bah, rien ne nous empêche ici de dire, bah, on part sur un schéma, un Proxiad, on veut définir notre implémentation qui sera qu'à nous, puis on la garde pour nous, en fait. Donc enfin, comme c'est une spécification et que l'implémentation est à la charge, des développeurs, des technos, enfin peu importe, on peut très bien imaginer que demain, Microsoft décide de rajouter dans la prochaine version de son framework une intégration GraphQL avec ses librairies. Bah, après, est-ce qu'il les mettra en open source, est-ce qu'il les mettra pas? Bah, ça là-dessus, on peut en fait, il y a pas de réponse toute faite, pour ça, en fait. Mais actuellement, après, par contre, bah, tout ce que je vous ai montré, c'est de l'open source. Normalement, c'est que des liens vers des Git et donc vous pouvez après vous remanipuler derrière, l'enrichir ou autre, si ça vous convient pas. Tac. Alors, à ton avis, GraphQL peut-il complètement remplacer l'usage des API REST habituels? Alors ça, bah, je pense que j'ai répondu déjà un peu à la question. Pour approfondir un peu, bah, oui, il pourrait potentiellement le faire. On a les mutations pour faire tout ce qui est modification de ressources. Donc après, ce que je vous ai pas dit sur les mutations tout à l'heure, je suis passé assez vite dessus, c'est que là, je vous ai montré moi une mutation avec un seul ID. On peut lui passer des types complexes en fait. Après, les types qu'on lui passe, en fait, c'est exactement les mêmes types que ce qu'on peut exposer comme nœud dans notre graphe. Donc, je peux rien m'empêche de dire, bah, je veux faire une modification de ma série. Bah, je crée un type editable show type qui lui englobera des propriétés particulières qui seront éditables et j'envoie ça à ma mutation. Et elle, derrière, bah, le traitement, il s'occupe de parser, transformer et modifier ma série qui va bien.
As-tu déjà utilisé GraphQL? Oui, un tout petit peu pour, pour faire la présentation déjà et donc là, nous, on est en train de le mettre en place sur un des projets à Proxiad. Pour une partie justement, donc le client a besoin qu'on interroge sa base de données. C'est l'utilisateur qui devra lui potentiellement saisir des requêtes, derrière, sauf que, bah, les choix qui s'offrent à nous, bah, c'est on fait une API REST, mais alors là derrière on sait pas du tout où exposer parce que, bah, on fait quoi? On fait une API REST qui prend du SQL en entrée, puis du coup là typiquement niveau injection, niveau faille, on est au top. Ou alors on ou alors on prédéfinit déjà des types de requêtes faites et puis lui il choisit un peu dedans, il va les paramétrer, mais s'il a un besoin un peu spécifique, il peut pas. Donc du coup on a dit, bah, pour cette partie-là, on va exposer un schéma avec uniquement les entités de la base de données, qui nous intéressent qu'on va exposer. On va exposer uniquement cette partie-là et du coup derrière toute sa base de données, elle est sécurisée. On ne peut pas interroger quoi que ce soit d'autre que ce qu'on expose et tout ce qu'on expose, c'est uniquement ce que l'utilisateur de toute façon a le droit de voir, de base. Donc bah, on n'expose rien de sensible à des utilisateurs qui ne devraient pas avoir accès à ces informations. Donc voilà et nouvelle question, les plus fréquentes. Là, j'ai un petit truc à popper affiché. Hop, ah, ça a disparu. Il y a quelque chose qui a disparu. Bon, je refais le tour des questions. De GraphQL, de Graph. Non, je pense que j'ai fait le tour des questions. Est-ce que j'ai oublié les questions de quelqu'un? Non? Est-ce que quelqu'un a une question orale? Non? Très bien. Bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah merci à vous.